issu d'une famille où il y a pas mal d'enseignants. Chez nous, on a un peu l'art du partage, parce qu'il y a ça aussi. Si on n'aime pas les gens, on ne partage pas avec eux. Donc voilà, chez nous, on partage. Et pour moi, l'enseignement, pour moi, c'est une chose assez naturelle, assez banale. Et parfois, moi-même, quelquefois, ça me surprend. Parce que mais je pense que ce que je peux dire de façon vraiment sérieuse, c'est qu'on enseigne ce qu'on est, en fait. On enseigne ce qu'on est. Moi, il y a longtemps que je le fais. Je n'ai jamais déposé de dossier quelque part, mais j'ai enseigné pratiquement partout. J'ai été à l'école française, j'ai été à l'école américaine, j'ai passé 2 mois à la KSA, enseigner de djembé aux enfants. Donc, je le fais lors des camps de vacances. C'est-à-dire que c'est naturel. Et aussi parce que je pense qu'il est mieux que les gens aient une idée sur une chose que de ne pas avoir d'idée du tout. Parce que quand on veut parler de quelque chose, il faut qu'on ait au moins de la grammaire sur le sujet, ou alors qu'on ait le vocabulaire. C'est pour ça que je tiens toujours à dire aux gens, si vous voulez apprendre à faire quelque chose, il faut l'apprendre. Il ne faut pas croiser les bras et penser que ça va se faire de façon naturelle ou quoi que ce soit. Non, il faut apprendre. Parce que d'autres gens, d'autres nationalités, d'autres origines prennent cela très au sérieux. Quand moi je suis allé faire mon stage au Burkina en 2009, j'étais le seul Africain, le seul Camerounais. Donc j'étais là au milieu d'une bande de jeunes Américains de l'Université de Californie, au milieu de jeunes Français, de jeunes Australiens. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été beaucoup apprécié, parce que moi j'ai pris la peine de payer un ticket de voyage pour aller jusqu'au Burkina pour apprendre une chose aussi simple qu'on trouverait partout dans les pays africains. Donc il faut apprendre, il faut beaucoup de sacrifices, parce que moi je donne des cours, mais les personnes qui viennent vers moi pour les cours, c'est beaucoup plus des expatriés. Depuis très longtemps, c'est des personnes qui me sollicitent pour des cours, pour des masterclass, en dehors des camps de vacances des Camerounais où je suis souvent appelé. Mais voilà, nous on a notre truc ici là où tout le monde se dit non mais c'est les tambours, on joue sur le village, non c'est pas ça. Un blanc ne dirait pas que non c'est le violon, j'en ai chez moi, non. Il faut remettre chaque chose dans son contexte chaque fois. Il ne faut pas banaliser, il ne faut pas négliger, il faut vraiment être très sérieux et prendre les choses avec sérieux. Donc voilà, moi c'est avec beaucoup de plaisir que je transmets. Et même la fabrication des instruments, je le fais de façon naturelle aussi, parce qu'à la base je suis un technicien. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec les doigts. Au début de l'émission, on a parlé du silence. Parce que je travaille beaucoup dans le silence. Je peux passer 1, 2, 3 heures, 4 heures, je travaille. Parce que je fabrique une flûte pygmée, je monte une petite sansa, et ainsi de suite. Je suis toujours en train de faire quelque chose avec mes mains, quoi. Donc voilà. Et voilà, donc, et ça me permet aussi, à côté de pouvoir composer des musiques, parce que le fait d'être polyvalent, même si on est polyvalent dans une seule famille d'instruments, comme les percussions, il y en a tellement. Dans chaque coin du monde, il y a des percussions. Dans chaque coin du monde, il y a des percussions. Donc c'est un métier qui n'est pas facile. Et il faut tout le temps être à l'écoute, tout le temps être en éveil. Il faut chercher, il faut se renseigner, il faut demander. Parce que on n'aborde pas une cloche comme on aborde un tambourin, ainsi de suite. Donc il faut se renseigner, il faut demander. On n'aborde pas un djembé comme on aborde un conga ou les bongos. Donc il faut tout le temps aller à la recherche, à la quête, et voilà. D'accord. Et il y a une anecdote où je vais citer 2 ou 3 personnes, parce qu'il faut le faire, hein. Je pense que quand je terminais le primaire pour le secondaire, il y avait à la CIA TV à l'époque un extrait d'un concert de Harry Dikongué, voilà, qui se faisait accompagner par Manuel Wanji.
Et moi, à l'époque, comme le concert passait très tard à la CATV, parfois les dimanches, je veillais. La télé étant éteinte déjà parce qu'il faut dormir, il y a classe demain. Je me levais, je venais allumer à l'heure exacte pour regarder. Et lors de ce concert, justement, Mania Wanji, Wambo, il y a, je crois, 1 ou 2 morceaux où il joue du djembé en accompagnant Harry Conguet. J'étais fasciné. J'avais des étoiles dans les yeux chaque fois que je voyais ça. J'étais perdu, quoi. J'étais waouh. Et il faut dire que quelquefois, la maison étant éteinte, mais la télé allumée, mon feu père voyait des lumières et il sortait parfois me cogner que j'allais me coucher. Donc, moi, ce truc me parlait déjà en fait. Et le fait de voir un monsieur comme Mania Wanji jouer du djembé aussi simple mais efficace, beau, je dis non, waouh, ce truc c'est moi quoi, c'est ça en fait. Donc il y a eu ce contact là déjà, il y a eu cette approche là qui a été la première. Et après ça, je me suis retrouvé en train de faire de la danse, en train de rapper. Et je me retrouve à la Maison des Jeunes des Cultures. À l'époque, elle était à Aqua. J'arrive, je trouvais quelques djembés sur la place. J'arrive comme rappeur, mais qui est censé prendre des cours de musique. Moi, je commence à prendre des cours de solfège, je commence à jouer un peu de balafon, et ainsi de suite. Et après, je suis allé sur le djembé et tout le monde a dit non, tu vas rester là-bas. Donc, c'était comme ça fait plus de 25 ans aujourd'hui. Et voilà, je n'avais pas encore de djembé avec moi, hein. Je n'avais pas de djembé, mais je me sentais à l'aise à jouer dessus, voilà. Et j'ai eu la chance parce que, ayant étudié le solfège, j'ai commencé à lire la musique avant de commencer à vraiment la pratiquer. Donc du coup, quand je jouais du djembé à l'époque, je pouvais facilement lire et jouer ce que je voulais. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est un avantage pour moi. Et quand il est arrivé que je décide vraiment, ou alors que le djembé m'appelle vraiment, ma grande sœur, que je salue, Henriette Désirée, ben, je l'ai appelée, je lui ai dit, là, écoute, il me faut un djembé. Ça a créé des petits soucis, parce qu'au départ, j'étais attiré par le piano, par la guitare, par beaucoup de choses. Et le djembé, c'est pas, non, c'est un instrument là, c'est comme si, ok, il faut combien, il faut telle somme, elle a envoyé. Je me suis acheté mon premier djembé, qui à l'époque d'ailleurs appartenait à mon maître de chorale, Marcel Bassoli. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus cessé d'acheter des djembés, je n'en compte plus. Quand je suis allé au Burkina, je ramène un djembé. Donc chaque voyage, je ramène un djembé, j'en achète. Et voilà quoi. Donc, et j'ai commencé à pratiquer mon djembé à la maison. Je commençais à aller vers des personnes qui avaient une petite idée là-dessus, notamment Olivier Ngoundé, qui m'a beaucoup tenu la main, qui m'a vraiment mis sur le chemin. Et c'est d'ailleurs lors d'un festival à Yaoundé, j'ai pu rencontrer Amadou Kénou, qui par la suite est devenu mon professeur de djembé attitré, parce qu'il m'a permis d'aller au Burkina Faso en 2009 pour suivre tout un stage du djembé en relation avec les danses traditionnelles africaines. Et pour moi, ça a été un moment choc, parce que quand je finis mon stage, je rentre au Cameroun, je ne suis plus la même personne. Je me suis rendu compte à quel point le djembé pouvait avoir un impact sur la vie de quelqu'un. J'ai été logé chez lui. Je me rends compte qu'il a pu construire une grande maison, une belle maison, acheter une grosse voiture parce qu'il joue du djembé. Je me suis dit non, mais là, mais comme il a toujours eu à me dire, il faut beaucoup travailler. Il faut beaucoup travailler et il faut être sincère. Il faut être sincère, il faut être vrai. Quand tu es vrai, quand tu joues avec la vérité dans ton cœur, les gens sont marqués, les gens sont touchés et les réactions sont naturelles. Parce que moi, j'ai pas commencé à jouer du djembé pour gagner de l'argent. C'était au-delà de la passion, quoi. C'était moi, c'était mon être.
Mais aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis milliardaire, mais je suis riche de ce que je suis. Je suis riche de ce que je fais. Et je suis riche des regards que les gens posent sur moi. Quand ils me voient jouer, des appréciations. Moi, c'est ça ma richesse en fait. Donc, je suis vraiment fier et je pense que si des gens sont intéressés, il serait important qu'ils suivent le chemin, mais surtout le bon chemin, parce que c'est une discipline musicale. Si on veut être chirurgien, on va à l'école de médecine. Tout à fait. Voilà, donc il faut vraiment aller à l'école pour apprendre. On ne tombe pas du ciel. Oui, oui. Voilà, donc c'est ça. Le premier festival africain du djembé. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'événement? Ah ouais, le festival Djembé Expo. Oui. Ah, il y a toute une histoire derrière. En fait, moi je fais mes travaux, je joue, je poste des trucs, j'envoie. Et il y a un monsieur qui me contacte, il s'appelle Patrick Gambi, qui est un très bon joueur de djembé, un bon professeur qui vit en Hollande. Il me salue, on commence à échanger, il me dit qu'il aime beaucoup ce que je fais. Là, il y a 5 ans déjà qu'il m'avait contacté. Je suis ravi, quoi. Je suis content. Il me dit non, franchement, ce que tu fais là est super intéressant. Et à l'époque, ensemble, on monte un projet où il était question qu'il vienne avec ses élèves donc, de la Hollande pour le Cameroun. Et on devait passer un séjour à Kribi et je devais être l'un des professeurs qui devait donner une masterclass lors de ce séjour-là. Malheureusement, avec la Covid et tout le reste, ça n'a pas été possible. Donc, quand le projet festival, le Djembé Festival Expo est lancé, il m'appelle, il dit là, c'est calé, on va être ensemble. Donc, ça se passe comme ça. Je n'avais pas déposé de dossier. Il connaissait mon travail, il a montré à ses amis, à ses partenaires. Donc, voilà. Donc, le festival Djembé Expo, c'est un événement majeur pour le Cameroun parce que c'est un festival qui met en contact la diaspora camerounaise avec nous qui sommes sur place ici là. Et c'est un festival où il y aura la Hollande, le Luxembourg, le Cameroun et le Sénégal. Donc c'est autour du djembé certes, mais c'est aussi autour des PME. Parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui seront là, qui vont présenter leur entreprise. Et c'est aussi une occasion de faire connaître les produits qui sont faits là-bas, qui peuvent être vendus ici, et des produits qui sont faits ici, qui peuvent être vendus là-bas. Donc c'est un échange, c'est un festival, il y aura beaucoup d'échanges. Il y aura du coworking, il y aura du réseautage aussi. Oui. Et voilà, donc moi j'ai été choisi parmi quelques artistes pour animer une conférence à Kribi. Donc je serai à Kribi du 16 au 17 mai prochain, où je vais faire naturellement je vais présenter mon projet dans une partie. Et c'est vraiment un plaisir pour moi parce que c'est une occasion de plus de montrer ce que je fais. Et chaque fois que je suis appelé à le faire, je n'hésite pas. Parce qu'on ne met pas forcément l'argent devant, mais ce qu'il faut présenter, c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on est. Donc je dis merci à toute l'organisation, à Patrick, à tout le monde. Et je souhaite que beaucoup de gens puissent être là. On va commencer, il y aura une partie à Yaoundé et ça va se déporter à Kribi. Donc c'est du 12 au 17. C'est vraiment beaucoup de jours. 17 mai.
17 mai, ouais, du 12 au 17 mai. Donc voilà, à Yaoundé, il commence à Yaoundé et puis à Kribi. Certains artistes vont intervenir à Yaoundé et d'autres vont intervenir à Kribi. Donc c'est un événement majeur et il faudrait que les gens viennent voir parce qu'il y a un groupe de percussionnistes qui viendra de Yaoundé, de Sénégal plutôt. Et il y a tout un groupe qui viendra de la Hollande, dirigé par Patrick Gambi. Donc je crois qu'il y a quelques personnes aussi qui viendront du Luxembourg. Donc ça va être magnifique. Ça va être une fête autour du djembé, de l'entrepreneuriat, des affaires, du monde des affaires. Et ça va être intéressant. D'accord. Un mot de fin, qu'est-ce que vous direz? Ben, mon mot de fin, c'est que c'est en même temps un mot de motivation en fait. Aujourd'hui, ma seule limite, c'est la mort. Ma seule limite, c'est le ciel. Avant, c'était un rêve pour moi. Aujourd'hui, c'est une réalité, je veux dire. Je suis sur le chemin. Je ne connais pas la destination, mais j'ai une idée sur la destination. Je suis sur le chemin. Je sais que ça va aller. Et mon but n'est pas d'être le meilleur, parce que pour moi, le meilleur n'existe pas. Moi, j'aime mon écriture, j'aime ma sensibilité. Et je pense que les gens accrochent à cela. Et moi, ça me suffit. Et je continue à travailler, je continue à chercher, je continue à me renseigner. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de faire le tour du monde avec mes instruments. Pas seulement le djembé. Et même si c'est avec le djembé que je suis sollicité, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a ce combat-là aussi, ici au Cameroun. Beaucoup de gens, quand je suis rentré du Burkina, m'ont dit non, tu ne peux pas dépenser près d'1 million pour aller te former au djembé, tout ça. Donc les gens ont trouvé ça très paradoxal et pourtant, pour moi, c'était tellement naturel. Donc pour moi, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, mon rêve, mon but, je veux dire, est de faire le tour du monde avec mes instruments et de jouer dans des salles et que les gens payent pour venir me voir jouer et de pouvoir transmettre, parce que chaque fois j'aime bien ce côté-là aussi, de pouvoir transmettre, faire des masterclass, faire des stages, parce que je pense que je ne peux que donner ce que j'ai et ce que je suis. Car comme on dit, un arbre tient debout grâce à ses racines.